À l'aise, jeune scientifique. Bravo pour ton parcours académique et bienvenue sur Horizon PhD, une station spatiale dont la mission est de faire avancer le savoir et de mettre la recherche au service de tous les mondes habités. Les systèmes de communication avancés de la station scrutent constamment les confins de la galaxie à la recherche de nouveaux systèmes planétaires. Le but ? Identifier les planètes où des gens comme toi peuvent contribuer à l'innovation et au développement par le biais de la science. Comment ça se passe d'un ministère? Comment, par exemple, tu développes un projet de loi? Un de nos espoirs, c'est que finalement, ces jeunes-là, ils ont une formation scientifique, ce qui est déjà très positif, et ils vont être capables d'être intégrés par la suite à l'intérieur d'un ministère. Aussi, le conseil scientifique aux villes, d'avoir davantage de scientifiques dans l'administration municipale. Et par la suite, on espère qu'ils vont être intégrés à la fonction publique. Un jour, ça sera à toi de traverser des années-lumière pour amener tes connaissances dans de nouveaux mondes. Horizon PhD, une série Papa PhD propulsée par les fonds de recherche du Québec. Bienvenue sur la station spatiale Horizon PhD. Aujourd'hui, nous allons découvrir une galaxie surprenante par son ampleur et par la diversité de mondes habitables qui s'y cachent. La galaxie des représentations du Québec à l'étranger. Et nous allons découvrir comment tu peux t'y rendre par le biais du programme scientifique en résidence des FRQ. Communication établie. Quel est votre nom et quel est votre rôle dans le programme des résidences scientifiques du Québec à l'étranger? Bonjour, mon nom est Luc Bergeron. Je suis rattaché au bureau du scientifique en chef du Québec et je suis responsable de ces résidences scientifiques dans les représentations internationales du Québec. Qu'est-ce que ce programme de résidence scientifique et comment est-il né? L'idée est assez ancienne parce que les résidences scientifiques ou la diplomatie scientifique, c'est pas des concepts nécessairement nouveaux, bien qu'elles émergent maintenant dans la littérature scientifique et dans les recherches et même dans les enseignements en tant que diplomatie scientifique. Mais l'idée, en ce qui nous concerne, nous, elle vient de Rémi Quirion, le scientifique en chef, qui a décidé que c'était important, à la suite de recommandations qui lui ont été faites par le comité étudiant qui est aviseur du scientifique en chef en vertu de la loi, de trouver des moyens de créer des débouchés professionnels pour les gens qui ont complété un PhD, quel que soit le domaine, dans tous les domaines, parce que les FRQ interviennent dans tous les domaines de recherche, et donc de créer des débouchés professionnels pour permettre à ces gens-là qui n'auraient pas envie de poursuivre dans la recherche, parce qu'ils ont maintenant 28, 30 ou au-delà, 32, 33 même, très souvent, des PhD ou des post-docs même, ça prend un nombre donné important. Et puis qui veulent pas poursuivre pour toutes sortes de raisons, qui veulent poursuivre autrement en réalité, et en développant un volet international à leur côté scientifique. Et nous, on met à leur disposition des possibilités de faire des bourses postdoctorales dans des représentations internationales du Québec à l'étranger, les délégations générales, les délégués, les délégations, les bureaux du Québec. Et c'est né dans l'esprit de Rémi Quirion avec ce comité étudiant. Puis ça rejoignait quelque chose que moi, j'avais en tête depuis assez longtemps. Ça fait à peu près 40 ans que je roule ma bosse dans le domaine de l'action internationale du Québec. Et c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup dès le départ, étant moi-même un chercheur à l'origine, et puis après un employé du gouvernement du Québec. Et je trouvais qu'il fallait chercher des moyens pour accroître la coopération interuniversitaire entre les universités québécoises et les universités de différents territoires qui étaient prioritaires pour le Québec. Est-ce que quelqu'un qui vient d'être diplômé peut se candidater? Quelqu'un qui a son doctorat il y a 10 ans peut se candidater? Est-ce qu'il y a des règles là-dessus? Il y a un maximum d'âge parce que ce sont des concours jeunesse.
que l'on fait avec Logic et la tranche d'âge que Logic étant les offices jeunesse internationale du Québec ou internationaux, pardon. Et Logic a une tranche d'âge de 18 à 35 ans. Donc, on a accepté de ce module-là. Mais non, la plupart des candidatures qu'on a sont des gens qui ont en moyenne entre 30 et 33 ans. Certaines de ces candidatures sont des gens qui venaient juste de faire ce qu'on appelle le premier dépôt et qui donc attendaient ou même on pouvait commencer, on pouvait les désigner. Et puis, parce que, comme vous savez, ça prend un certain temps entre le premier dépôt accepté par le directeur ou directrice de thèse et l'audition en comité ou en jury. Et alors donc, ça concerne c'est surtout les plus jeunes parce que c'est un changement de carrière. Il est rare qu'on change de carrière, ça peut arriver, mais il est rare qu'on change de carrière ou qu'on décide de changer de carrière à 40 ans. Et puis, on fait appel précisément à ceux qui, justement, ne disposent pas d'un long CV sur le plan de la carrière professionnelle. Ils ont un long CV de recherche, de publication, mais ils cherchent une diversification professionnelle. Et ce que ça leur donne, c'est une année, deux, parce que ça peut être prolongé une seconde année, 2 années pour accompagner des entreprises, des chercheurs universitaires dans divers domaines, et puis pour permettre que leur CV soit plus intéressant parce qu'ils ont envie de poursuivre une carrière, non pas dans la recherche à proprement, ce qui les empêcherait pas d'y retourner s'ils le souhaitaient, mais a priori pour leur donner un soutien pour développer une nouvelle carrière. Et donc, après, il y a un soutien financier du programme à la personne qui est choisie. Et vous avez mentionné 1 an, 2 ans. Une année renouvelable, hein, c'est une première année. Après, la personne doit décider si elle veut poursuivre. La personne qui va l'avoir accueilli, qui va être le chef du poste dans la représentation internationale, donc le délégué général, le directeur ou la directrice du bureau, doit décider si tout va bien. En fait, cette personne fait office de direction de thèse, comme si c'était un postdoc standard. Et puis nous, au fond de recherche, on doit décider si on maintient en une 2e année, parce que la personne a effectivement pu démarrer un certain nombre de dossiers. Il y a des pays où on part de plus loin, parce que la coopération interuniversitaire est peu développée, et d'autres, l'Allemagne par exemple, où là, il y a déjà des choses, en particulier avec la Bavière, mais pas que, où là, effectivement, c'est plutôt de l'accompagnement pour le développement ou l'élargissement de la coopération, mais il y a des endroits d'où on part le plus loin, en Asie en particulier. Maintenant, on a une scientifique en résidence à Séoul, qui est là depuis 7 mois, qui vient de décider de renouveler pour une 2e année. Donc, on sait on trouve que tout va très bien. Vraiment, bon, voilà. Donc, c'est ainsi qu'on décide d'un commun accord que la personne reste une 2e année. Puis, on a une autre personne qui a décidé d'interrompre pour des raisons personnelles, pour des raisons professionnelles. Nous, on aurait bien voulu qu'elle y reste, mais chacun, évidemment, est libre de prolonger. Donc, on dit 1 an renouvelable une 2e année. C'est une bourse de 70 000 $ par année, plus une bourse additionnelle, parce que ce programme, on le fait en coopération, vous l'aurez compris, avec le ministère des Relations internationales et de la francophonie, et comme je mentionnais, Logic, qui gère des programmes de soutien à la jeunesse. Donc, le ministère des Relations internationales et de la francophonie, dans certains cas, lorsque l'indice de poste le révèle, alors ça c'est un peu trop compliqué pour une entrevue comme celle-ci, mais c'est un indice qui essaie de mesurer le niveau de coût de vie et la faiblesse ou la force du dollar canadien par rapport à la devise sur ce territoire. Le ministère des Relations internationales peut ajouter une somme de 10 000 $, disons, motivée par le coût de la vie. Je m'appelle Jean-Christian Lemay et je suis attaché en recherche et innovation à la Délégation générale du Québec à Londres. Mon rôle, c'est de faciliter le développement de partenariats au bénéfice des chercheurs
et des entreprises innovantes du Québec au Royaume-Uni, en Irlande et dans les pays nordiques. Je couvre tous les domaines de la recherche, de la science fondamentale jusqu'à la pré-commercialisation des produits et des services. Je suis arrivé à la Délégation générale du Québec à Londres en septembre 2018. Un des objectifs pour la délégation, c'est de voir s'il y avait du potentiel pour un poste permanent temps plein. Ils sont arrivés à la conclusion que oui. Donc, j'ai posé ma candidature sur ce poste-là et qui avait les mêmes fonctions et je l'ai obtenu. Donc, en décembre 2019, j'ai commencé comme attachant en recherche-innovation et terminé ma résidence scientifique à la délégation. Et qu'est-ce qui t'a attiré vers le programme, étant donné le parcours que tu avais fait jusqu'à ce moment-là? J'avais fait mon baccalauréat en mathématiques et physique à l'Université McGill et une mineure en allemand aussi, qui démontrait un petit intérêt à l'international à ce moment-là. Et j'ai fait ma maîtrise et mon doctorat au département de chimie de l'Université Laval. Et vraiment, là, au fur et à mesure de mon doctorat, je me suis intéressé beaucoup plus aux questions de l'interface science et politique publique. Et je dirais à peu près à mi-chemin du doctorat, j'ai vraiment commencé à m'impliquer davantage sur ces questions-là dans les associations étudiantes, beaucoup pour la valorisation de la formation, l'entrepreneuriat scientifique. Et ça tombait très bien parce que l'université allait dans le même sens. J'ai beaucoup aimé ces expériences-là et je me reconnaissais beaucoup dans ce type d'implication-là. Donc, au fur et à mesure que mon doctorat avançait, plus je me voyais vers les politiques publiques liées à la science, dans ce genre d'emploi-là. Après avoir déposé ma thèse, j'ai fait une école d'été en politique publique pour la science à Ottawa et à Montréal. Et à Montréal, il y avait une conférence sur la diplomatie scientifique à laquelle on a pris part avec le scientifique en chef comme panéliste. Et pendant cette conférence-là, j'ai reçu des messages du président du comité intersectoriel étudiant, donc le comité aviseur jeunesse DFRQ, qui m'informait de ce programme-là, puis qui disait qu'il me voyait très bien dans ce genre de poste-là et m'encourageait à appliquer. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas eu besoin d'être convaincu trop longtemps et j'ai appliqué pour les deux postes, Londres et Munich. Et évidemment, là, c'est à Londres que je me suis retrouvé. En quoi les représentations internationales du Québec à l'étranger ont besoin de ces jeunes diplômés, de ces gens qui viennent d'avoir leur doctorat ou qui ont fait une année de postdoc? L'idée, c'est de donner un dynamisme à la coopération interuniversitaire. On sait qu'aujourd'hui, dans l'actualité, on parle beaucoup de la recherche, on parle beaucoup des interprétations des données, on parle beaucoup, notamment dans la société québécoise, mais pas que, à la suite ou pendant la pandémie, à la suite de la pandémie, tout à coup, et puis devant aussi les enjeux liés au changement climatique, on entend beaucoup la science, écouter la science, il faut se baser, il faut prendre que les décisions soient prises sur cette base, des bases scientifiques. Pour nous, ça a toujours été évident que la recherche est fondamentale. Ça devient quelque chose qui est encore plus visible. Et puis, et souvent, la recherche universitaire qui émane, toujours même, qui émane des initiatives des chercheurs dans les milieux universitaires, ils ont besoin de ressources pour développer. Il suffit pas de se rendre à une conférence internationale ou de publier un article. De temps à autre, il faut échanger. Avec les moyens modernes de communication, on peut faire des Teams, on peut faire des courriels, on peut faire toute une série de tableaux, mais il arrive un jour où si on veut développer la recherche de manière approfondie, il faut disposer de ressources nouvelles pour se déplacer, pour embaucher des jeunes chercheurs sur le territoire ou au Québec, pour organiser des événements, pour acheter des équipements. Donc, la recherche doit se développer. Souvent, elle doit se tourner, et même, je dirais presque pour ma part, j'estime que toujours, elle doit se tourner vers l'extérieur pour voir ce qui se fait ailleurs et pour mettre à la disposition des chercheurs universitaires des moyens pour le faire. Ben, il faut les mettre en relation, il faut les soutenir pour la mise en relation. Et le moyen le plus utile, c'est d'avoir quelqu'un sur place qui dispose d'une polyvalence scientifique, qui dispose d'un talent pour faire se rencontrer des équipes de chercheurs, créer des conditions sur place ou autrement
pour que les gens se connaissent mieux, puis finalement développent ensemble des projets, puis finalement accompagnent les démarches pour trouver des ressources financières, des bourses, du financement qui peut venir des fonds de recherche du Québec, qui peut venir des fonds canadiens de recherche aussi, qui peut venir des fonds privés de recherche aussi, et du territoire concerné pareil. Et nous, c'est dans tous les domaines. Parce que souvent, quand on pense science, on pense recherche, on pense l'ingénierie, ce qui est vrai, ce qui est fondé, on pense les technologies, on pense les enjeux biomédicaux, mais on sait aujourd'hui que les enjeux sociaux autour de ces phénomènes sont mis en évidence. L'intelligence artificielle, c'est sûr que c'est requis d'avoir des ingénieurs puis des mathématiciens et tout ça, mais c'est aussi requis d'avoir des chercheurs qui réfléchissent à l'impact sur la société. Ben nous, on a les deux, y compris dans le domaine de la santé, et c'est aux chercheurs québécois de dire nous sommes là, nous avons quelque chose à proposer, on a un partenariat possible avec un milieu de recherche dans tel pays. Ben nous, à ce moment-là, via la représentation internationale du Québec, on peut être au soutien de développement de ce type de projet-là. Ça ressemble à quoi les types d'enjeux auxquels tu dois t'affairer? Donc, quel type de mission? Peut-être qu'il y en a que tu peux pas parler, mais... Ma réponse va être très, très teintée par mon expérience à Londres, mais de façon globale. Mon travail, c'est de faciliter la collaboration en recherche et en innovation. Donc, évidemment, tout ce qui est les types de financement pour de la recherche collaborative, mais aussi les investissements que les gouvernements de notre territoire vont faire ou que les entreprises vont faire dans certains trucs, c'est très, très crucial. J'essaie aussi d'aligner mes priorités avec celles du gouvernement du Québec, mais aussi j'essaie de m'inscrire en synergie avec les autres secteurs d'action de la Délégation générale du Québec à Londres. Donc, on parle du secteur économique, appui aux exportations, attraction d'investissements directs étrangers et affaires publiques et politiques. Okay. Donc, un élément que je viens de mentionner, la veille stratégique, sectorielle, les éléments de contexte, c'est quelque chose de quotidien. Au niveau des secteurs les plus actifs, je vous dirais, tout ce qui est intelligence artificielle, données, c'est majeur. Et dans ce cadre-là, ça va être souvent une perspective beaucoup plus sciences sociales, administration publique, acceptabilité, gestion des données, cadre de gouvernance. C'est des choses qui sont là, très, très importantes et qu'on va intervenir autant avec des intervenants gouvernementaux, les fonds de recherche, des chercheurs et des startups. Là, c'est vraiment là, des choses qu'on a beaucoup, beaucoup de discussions. Un autre secteur qui est très actif, c'est tout ce qui est les technologies quantiques. Et j'inclurais aussi là-dedans là, l'optique photonique, même si c'est pas des secteurs qui se recoupent entièrement, mais là, on a une perspective un petit peu plus recherche appliquée, je vous dirais. Mais on fait aussi là, beaucoup d'opportunités de rayonnement, de réseautage pour des chercheurs de renom au Québec. Et point de vue appliqué, ça va être vraiment là, identifier des opportunités de co-développement, de financement avec des grands donneurs d'ordre pour faire avancer la technologie là-dedans. Au niveau, un autre secteur, les transports, avec la Suède, Volvo en particulier, qui est très présente au Québec. Donc, on essaie de positionner nos chercheurs, nos startups innovantes dans des programmes d'incubation, d'accélération avec des joueurs suédois comme Volvo, Ericsson en particulier. Donc, ça se passe très bien. Les universités, au Royaume-Uni, dans le top 10 mondial, on a 4 universités là-dedans, mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui sont très, très fortes, auxquelles on pense pas aussi souvent qu'à Oxford, Cambridge, UCL, Imperial, mais qui sont excellentes et qui ont des bonnes opportunités pour le Québec. Mais on se concentre aussi sur ces 4-là. Par exemple, la semaine dernière, j'étais à Oxford pour une série de rencontres. Donc, c'est important. Tous les enjeux énergétiques aussi, ça occupe beaucoup plus d'espace. Donc, par exemple, demain, je suis dû pour faire une séance de brefage à ma déléguée générale sur l'hydrogène, mais aussi on est très, très actif pour tout ce qui concerne les minéraux critiques et stratégiques, les batteries. Donc, on a facilité là, des séances de réseautage là-dedans, mais on collecte aussi beaucoup d'informations
Et on positionne nos centres de recherche aussi dans ce domaine-là. Si je comprends bien, le profil PhD est particulièrement adapté à ce rôle parce que ce sont des gens qui viennent de la recherche, donc qui ont le langage, mais qui connaissent aussi le procédé, la façon de penser d'un chercheur. Et donc, ces gens-là sont très bien placés pour entamer ces conversations. Vous le dites mieux que moi, mais c'est exactement ça. L'esprit scientifique dont je parlais tout à l'heure et la polyvalence scientifique et la capacité de regarder un enjeu majeur comme l'intelligence artificielle ou les changements climatiques avec un regard polyvalent, en sachant que ça se décline de plusieurs manières. Ça se décline, on utilise aujourd'hui le mot intersectoriel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types d'expertise qui doivent intervenir au soutien d'une problématique en particulier. Et ça, on compte sur des gens qui ont justement des réflexes de chercheurs, qui savent aussi, on fait des démarches pour développer des projets de recherche pour eux-mêmes, ou avec leur l'équipe de recherche dans laquelle ils ont eu à développer leurs connaissances. Et puis, après, c'est exactement comme vous avez dit, c'est cette capacité de jeter un regard global et de jeter un regard le plus polyvalent scientifiquement parlant, pour pouvoir dialoguer avec un ingénieur autant qu'avec un anthropologue ou un philosophe d'un sujet complexe. Et ça, bien évidemment, c'est le modèle idéal. Et par nos entrevues, par les dossiers, par les questions qu'on pose, on essaie de trouver les personnes qui sont les plus adéquatement préparées pour soutenir. Et dans certains cas, bien, ça marche. La plupart du temps, ça marche très bien. On a de bons exemples maintenant. Donc, intuitivement, on pense que la méthode qu'on a suivie jusqu'à maintenant est la bonne. Avec le temps, tu as eu différents projets. Ça a l'air de quoi, au jour le jour, un projet en tant que scientifique en résidence? C'est quoi qu'on te demande? C'est quoi le type d'objectifs? Souvent, les projets auxquels je suis appelé à contribuer vont varier énormément. C'est du travail de bureau, professionnel, réseautage, mais c'est un travail d'équipe avant toute chose. Donc, il y a beaucoup de collaborateurs à l'intérieur du gouvernement du Québec et auprès de nos partenaires, là, autant là, du côté québécois que dans les territoires qu'on couvre. Donc, une des principales activités qu'on est appelé à faire et qui demande beaucoup de temps, d'énergie, de planification, c'est les missions. Donc, c'est venir organiser et accompagner des délégations québécoises sur notre territoire. Donc, comment on débute? Bon, c'est d'identifier les besoins, gérer les attentes avec les organisateurs, vraiment là, se définir un cadre. Bon, ensuite, ça va venir identifier les partenaires potentiels, faire une liste courte ou pas si courte que ça d'intervenants rencontrés qu'on valide avec les partenaires du Québec. Après ça, bon, on les contacte, ces gens-là, on organise toute la logistique, établir les éléments de programme. Ensuite, bon, il y a des séances de briefage des délégations qui se déplacent ici. Et ensuite, bon, l'accompagnement aux rencontres, où notre rôle peut être des fois là, très, très effacé, un rôle un peu plus d'observateur, mais des fois, on a un rôle très, très actif où on va venir juste peut-être orienter la discussion par des interventions là, très, très ponctuelles, ciblées. Quand les gens sont là aussi, bon, on est responsable que la logistique se déroule bien, que les gens soient en sécurité, mais au final, on va venir appuyer pour les suivis. Ça, c'est vraiment là, c'est une grosse activité. On va faire des trucs aussi là, à moins grande échelle, comme organiser des activités de réseautage, souvent en ligne. Maintenant, on a les outils pour le faire, ou juste des rencontres un à un en ligne. Ça ressemble beaucoup à des missions, mais en beaucoup plus condensé et beaucoup plus rapide. Une autre chose que j'aimerais mentionner, c'est beaucoup les briefages, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, et autant là, sur des éléments de contexte par rapport à la recherche que des éléments très, très scientifiques. Donc, on peut s'en servir là, pour soit identifier et relayer des opportunités de meilleures pratiques
ou vraiment, là, c'est des domaines là, d'intervention prioritaire pour le gouvernement du Québec. Donc, on essaie là, d'appuyer nos collègues dans différentes fonctions pour ça. Toutes les activités de veille liées à ça, donc recueillir l'information, analyser ça, ça doit prendre à peu près 25 à 30 % de mon temps. Donc, c'est une activité très, très importante de bien comprendre ces enjeux-là. Bon, après ça, comment on transfère l'information qu'on recueille par notre veille. Des fois, c'est simplement un courriel, genre pour information, voire plus bas. D'autres fois, là, ça a des trucs là, très, très formels, structurés. On a un format qui s'appelle un rapport diplomatique. Donc, j'en ai rédigé un dernièrement sur le fait que le Royaume-Uni a rejoint le programme cadre européen en recherche, Horizon Europe. On parle d'un programme de 95 milliards d'euros. Donc, vraiment, qu'est-ce que ça implique pour le Québec que le Royaume-Uni a rejoint ce programme-là? Quel type d'opportunités ça ouvre, alors qu'on a beaucoup de programmes qui sont conçus pour rentrer en adéquation avec ce programme de financement-là et que le Canada est en négociation pour être associé aussi. C'est un truc là, de plus grande ampleur, plus important, donc on va détailler davantage. La plupart de mon travail, c'est vraiment là, c'est avec des centres de recherche, des regroupements de recherche et d'autres entités là, qui viennent connecter l'écosystème. On travaille aussi directement avec des chercheurs, mais plus avec des regroupements de chercheurs et aussi avec des startups, mais vraiment, là, on couvre là, un écosystème plus que d'autres choses. La première chose, évidemment, à faire pour un scientifique en résidence, c'est de prendre connaissance des politiques québécoises. On a des documents des ministères sur le développement scientifique qui demandent, qui fixent des priorités. On a, nous, des plans stratégiques au Fonds de recherche du Québec. Et ils font donc faire le tour le plus complet possible on appelle ça l'écosystème de recherche du Québec. Et puis d'essayer d'élargir, parce que l'écosystème de recherche du Québec, il vit pas de manière isolée, il vit en lien avec l'écosystème canadien. Il y a beaucoup de coopération interuniversitaire avec, c'est pas notre propos dans une représentation internationale, mais on tient compte de ça. Je parlais tout à l'heure aussi des soutiens du gouvernement fédéral à la recherche. Ben, ils peuvent jouer un rôle et ils jouent un rôle pour le soutien à la recherche dans les universités québécoises. Donc, premièrement, connaître l'écosystème québécois et canadien et l'interaction. Deuxièmement, prendre connaissance de l'écosystème du pays où on s'en va. Comment ça marche là-bas? Parce que tout fonctionne pas exactement comme nous. Il n'y a pas des scientifiques en chef partout. Il y a des pays qui ont une toute autre culture en ce qui concerne l'intervention. Nous sommes des organismes publics. Il y a des pays où il y a des organismes publics similaires aux nôtres. La plupart en détiennent, mais ils n'ont pas tous le même mandat. Donc, il faut regarder comment fonctionne l'écosystème du territoire où on a décidé de postuler et où on a accepté une proposition que nous leur avons faite. Et bien regarder, de préférence avant de partir, parler avec des milieux de recherche au Québec qui ont déjà des projets. Je donnais l'exemple tout à l'heure de l'Allemagne. Il y a déjà des projets. Alors, qui fait quoi avec l'Allemagne, avec quelle université, en particulier en Bavière, mais comme je le disais, il n'y a pas que la Bavière, pour partir, pour avoir une bonne idée de où l'on part. Et puis dans certains cas, on parle d'un territoire moins bien développé en termes de coopération interuniversitaire. Une fois qu'on a fait le premier diagnostic, qu'on peut le vérifier éventuellement avec des gens qui sont des experts, soit au Québec, soit du territoire, eh bien là, il faut commencer à créer un réseau. Créer un réseau, ça veut dire fréquenter les milieux, ça veut dire aller rencontrer les gens, ça veut dire prendre prétexte de n'importe quel événement de nature scientifique sur des domaines dont on sait qu'ils sont des priorités parce qu'on a bien identifié l'écosystème québécois. Et on sait que ça peut être porteur pour nous. On va écouter la conférence, on leur écrit, on les sollicite, on s'identifie. Voilà, je suis diplômé universitaire, je suis PhD. Ça, c'est une carte d'entrée qui a son importance, on le sait, là, sans snobisme excessif. Pouvoir dire qu'on dispose d'un PhD, c'est pas banal avec d'autres chercheurs à l'étranger. Et puis, graduellement, on fait son réseau.
Des fois, ça va très vite. Des fois, il y a déjà des choses de partie. Il y a des fois où ça va moins vite. Et graduellement, on élargit et puis se précise certaines hypothèses. Ah, on pourrait travailler dans... Qu'est-ce que vous soutenez, vous? D'où viennent vos budgets pour soutenir la recherche sur votre territoire? Est-ce que vous seriez intéressé à rencontrer une équipe ou même un chercheur du Québec qui va venir dans quelques semaines parce qu'il participe à un congrès international à Los Angeles ou à Washington. Et puis, on sait que c'est un chercheur qui travaille dans le même domaine que vous. Et c'est graduellement, petit à petit, c'est pas des grands succès formidables immédiats, c'est un travail de presque tous les jours. Et des fois, comme je le disais tout à l'heure, ça commence modestement. Puis le 2 ans de scientifique en résidence peut se terminer. La personne rentre au Québec ou ailleurs, se trouve un autre emploi, garde cette expérience en elle. Cette expertise-là, elle l'aura développée pour elle-même, mais peut-être qu'elle aura semé ici et là de petites graines qui donneront plus tard, parce que d'autres prendront le relais. La recherche, c'est un long parcours. Trouver des partenaires pour faire de la recherche, c'est aussi un long parcours. Identifier les bons à l'étranger, ça peut être difficile. Et nous, nos scientifiques en résidence sont là pour accompagner les équipes de recherche qui peuvent paraître sur le territoire concerné, qui peuvent paraître être pertinentes pour développer, avoir un objectif précis qu'on puisse évaluer par la suite, ou faire se rencontrer, créer des événements scientifiques où des jeunes chercheurs, on l'a fait avec certains pays, où des jeunes chercheurs québécois vont rencontrer sur place des jeunes chercheurs du pays en question, et puis on a une rencontre de 2 jours, 3 jours, voilà comment on fait notre recherche, voilà les thématiques sur lesquelles nous travaillons, et puis on compare les techniques, les approches, puis on compare aussi les domaines qui sont compatibles, et puis si on en trouve, bien après on revient avec quelques bonnes idées, on les met sur la table, on reprend contact avec le scientifique en résidence en disant, bien, écoutez, j'ai réfléchi depuis notre rencontre d'il y a 1 mois, 2 mois, et là, j'ai l'intention d'écrire à tel groupe de recherche dans telle université, et je vous en informe parce qu'il y aura peut-être là quelque chose qu'on pourra développer ensemble. Et encore une fois, je le souligne parce que c'est important. Au Québec, c'est l'initiative, hein, la recherche universitaire. On le dit souvent dans d'autres cadres, mais ça reste néanmoins la règle du jeu. C'est d'abord et avant tout l'autonomie du chercheur qui prend des initiatives. Et nous, notre job, au fond de recherche en général, mais dans le cas des scientifiques en résidence en particulier, c'est d'accompagner des initiatives qu'ils ont envie de prendre. Et on sait que l'immense majorité d'entre eux maintenant veulent travailler avec des partenaires à l'extérieur du Québec parce qu'ils savent qu'il y a là des potentiels. Souvent, les gens ont peur de mais si je vais travailler pour le gouvernement ou dans une initiative, dans une délégation à l'étranger, je vais m'éloigner de la recherche. Bon, c'est sûr, là, on l'a dit, tu n'es plus au labo à faire des réactions chimiques, mais clairement, de par ce que tu viens de me dire, tu es en étroite communication avec la communauté de recherche. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que les gens qui ont cette peur un peu de s'éjecter complètement de leur amour pour la science, que finalement, ils peuvent être tout aussi proches, mais d'une autre façon? Oui, puis en fait, oui, effectivement, je suis plus dans le sous-sol du Vachon à imager mes molécules, mais je travaille très étroitement avec plusieurs acteurs de l'écosystème de la recherche au Québec, et un des points positifs beaucoup de mon emploi, c'est que c'est très, très diversifié. Donc, on voit là, vraiment là, plein de secteurs. Donc, moi, je trouve ça très stimulant là, de rencontrer des gens qui ont des expertises très, très différentes. D'une semaine, on peut passer de la recherche arctique à des chercheurs en technologie quantique, en sciences quantiques, à sciences de la vie, à sciences sociales, sciences humaines liées à l'intelligence artificielle, et évidemment, l'intelligence artificielle en tant que telle aussi. Donc, c'est vraiment, là, c'est très, très, très diversifié. Mais bon, comme je disais, c'est pas un contact tant avec les chercheurs
directement. C'est des chercheurs qui ont des postes dans des regroupements de recherche, puis après ça, vont amener d'autres chercheurs dans ce contexte-là. Parce que, bon, si on considère des chercheurs au niveau individuel, habituellement, ils savent très bien qui sont les experts dans leur domaine, dans les domaines complémentaires, et ils ont déjà des collaborations en place. Moi, mon rôle, c'est pas de venir mettre du sable dans l'engrenage pour des choses qui fonctionnent déjà très, très bien. Mais ce qu'on peut faire comme gouvernement, c'est faciliter des connexions un peu plus haut niveau ou donner du financement pour certaines de ces collaborations-là qu'on aimerait voir se développer. Donc, un exemple de ça, c'est le ministère des Relations internationales et de la francophonie va financer des appels à projets avec certains territoires. Comme par exemple, pour nous, c'est avec le Pays de Galles et le Conseil nordique des ministres, donc les pays nordiques. Et c'est des montants, c'est pas énorme. On parle de un peu moins de 10 000 $, mais c'est des fonds d'amorçage, notamment là, pour des visites, pour que les chercheurs se rencontrent et développent là, des liens, des collaborations de recherche. Donc ça, c'est toujours très, très le fun à soutenir. On travaille aussi là, vraiment, comme je disais, c'est l'écosystème. Donc, on va travailler avec les fonds de recherche beaucoup sur différents projets. Là, comme dans les dernières semaines, j'ai eu des échanges avec les 3 directrices scientifiques des fonds de recherche, mais aussi, bon, les centres de recherche, les universités. Est-ce qu'il y a des initiatives plus stratégiques qu'on peut soutenir? Que ce soit là, des appels à projets conjoints. Un autre truc dont je suis très fier, c'est d'avoir attiré le Centre de recherche nationale en intelligence artificielle de la Suède à Montréal. Et un autre truc dont je suis très fier aussi avec les fonds de recherche, c'est un appel à projet avec le Royaume-Uni et différents intervenants canadiens et les populations inuites sur la recherche dans l'Arctique. C'est toujours très, très stimulant là, de faire arriver ce genre de projet-là. Et ce dernier-là en particulier, ça vient changer un peu la manière dont la recherche est faite parce que les Inuits sont impliqués beaucoup plus tôt dans le projet. Donc, c'est pas de la recherche qui est faite sur eux, mais avec eux, selon leurs priorités beaucoup. Donc, c'est toujours très gratifiant là, d'être associé à des initiatives comme ça. En quoi ce profil PhD, ce diplôme doctoral, est-il particulièrement adapté, à ton avis, au type de mission que tu mènes dans ton poste? Je répondrai sur 3 points. Premièrement, quand on a fait un doctorat, on comprend la science. Je ne parle pas nécessairement là, du contenu de chacune des disciplines. C'est beaucoup trop large, c'est beaucoup trop spécialisé. J'ai un doctorat en chimie, il y a beaucoup de choses en chimie que je ne comprends pas. Et c'est le domaine dans lequel j'ai eu mon doctorat. Mais on comprend la science, comment ça fonctionne, comprendre le mode de pensée, comment les réseaux fonctionnent. Donc, c'est ça, c'est être capable de comprendre la recherche, comprendre les chercheurs, peut-être un peu plus facilement que quelqu'un qui vient d'un autre domaine et qui a à apprendre ça. C'est une drôle de bête à comprendre. Après ça, bon, ça nous permet d'être plus efficace dans nos activités de vulgarisation. Des fois, c'est quasiment de la traduction parce qu'il y a tellement d'éléments de contexte à expliquer, à mettre de l'avant que, bon, faut connaître ce milieu-là. Je pense aussi, en tant que chercheur, on est habitué à travailler avec l'incertitude. On est toujours devant l'inconnu. Si on savait c'était quoi le résultat du projet de recherche, on le ferait pas. Ça amène une certaine humilité épistémologique, je dirais aussi. Je pense que c'est très utile d'avoir cette mentalité-là quand on approche des thématiques très, très complexes et qui vont surgir, et donc d'être capable de faire affaire avec cette incertitude-là, je pense que c'est très, très utile. L'autre truc aussi, c'est que les chercheurs, c'est des gens passionnés. On fait pas un doctorat parce que on n'avait pas d'autre option. Là. C'est quelque chose de difficile. Donc, ça sélectionne un peu de façon naturelle des gens qui sont passionnés. Mm-hmm. Et bon, cette passion-là, normalement, c'est contagieux. Donc, ça permet d'aller plus loin, mieux mobiliser nos partenaires, puis de refaire ressortir le meilleur, non seulement de nous, mais de nos collègues aussi. Donc, je pense que c'est des trucs qui sont très, très importants pour les doctorants en diplomatie. Ce serait quoi les compétences transversales clés que tu utilises aujourd'hui dans le poste que tu occupes? Oui, bien, évidemment, je pense la veille, ce qui est très lié à la manière dont on s'organise, dont on gère les projets, c'est crucial. Dans les 2 cas, on a géré un flot d'informations
très, très important et on doit être capable de faire ressortir ce qui est important de ce qui est accessoire. Donc, vraiment, là, je pense que c'est une des compétences les plus importantes de comment gérer cette information-là, comment utiliser les bons outils, comment itérer sur les outils qu'on utilise, sur les approches qu'on utilise pour toujours rester à l'avant, rester à l'affût. Évidemment, la recherche aussi, sauf de très rares exceptions, je pense que c'est un travail collaboratif, c'est un travail d'équipe. Souvent, on va collaborer à l'international, on va collaborer avec des chercheurs de d'autres disciplines aussi. Donc, vraiment, ces aspects-là multidisciplinaires, interculturels-là, je pense que ça nous prépare un peu à ce genre de poste-là. Moi-même, on collaborait avec des chercheurs au Danemark qui étaient plus dans un département de physique. Et bon, moi, j'étais dans un département de chimie, même si je suis physicien. Donc, vraiment, c'est dans ce contexte-là, c'est apprendre comment interagir avec des gens de profils différents, comment communiquer avec eux, comment communiquer au-delà des silos départementaux, disciplinaires et avec des gens d'autres cultures, même à l'intérieur de nos laboratoires. C'est des milieux hyper diversifiés, avec des étudiants partout dans le monde. Donc, vraiment, là, comment on apprend à être là-dedans, je pense que c'est très, très utile. Dernier point, je pense, l'approche critique, l'approche très, très réflexive. Bon, réfléchir sur c'est quoi les meilleures pratiques, sur comment bien faire les choses, comment améliorer nos processus, nos méthodes de travail. Est-ce qu'on est en train de faire la bonne chose? Est-ce qu'on est en train de la faire de la bonne façon? Je pense que c'est quelque chose qui est utile dans tous les postes. Et je dois dire, là, moi, c'est quelque chose qui est très utile. C'est pas seulement les scientifiques qui font ça, très loin de là, mais je pense que c'est quelque chose qui nous prépare très bien pour ça. Donc, là, on sort de notre doctorat, on est en réflexion sur qu'est-ce qu'on va faire avec. Ça peut prendre différentes tournures, comme on le sait. On voit ce programme de résidence scientifique dans une délégation du Québec à l'étranger. Et là, peut-être on se demande comment ça va être, combien de temps je vais être à l'extérieur. Donc, j'imagine qu'il y a quelques obstacles qui se présentent à un jeune diplômé, à une jeune diplômée. Est-ce que de ton côté, tu as eu des trépidations avant de décider de te lancer? Et une fois que tu t'es lancé et que tu as eu le poste, la résidence? Quand j'ai eu l'offre, j'ai eu une réaction physiologique j'ai eu l'eau à la bouche. J'étais vraiment très, très content d'avoir ça. Donc, je suis venu au Royaume-Uni, qui a quand même beaucoup de similitudes avec le Québec, point de vue culturel. La langue anglaise aussi, c'était pas un enjeu pour moi. Mais bon, je peux comprendre que d'autres délégations, d'autres postes, la question se pose autrement. Ceci étant dit, c'est certain quand on arrive en poste, il y a des ajustements à faire. Premièrement, c'est un emploi de professionnel. Ça correspond à un contrat de 35 heures. Je fais plus que 35 heures, je vous le garantis, mais c'est pas quelque chose comme de la recherche en laboratoire où est-ce que, bon, notre vie et nos tâches au laboratoire, là, la frontière est plus floue. Donc, c'est ça, j'ai eu une certaine adaptation à faire de ce côté-là. Aussi, bon, ce que je mentionnais, c'est un domaine, c'est très, très large, des impératifs très, très différents au doctorat, donc un cadre gouvernemental. Donc, comment on priorise au travers de tout ça? C'est certain que ça demande une adaptation. Mais je pense que le plus gros changement, c'est quand on est au doctorat, on est l'expert dans notre domaine de recherche. Et là, on se retrouve dans un domaine où, en tout cas, j'aime à dire que souvent, quand il y a une rencontre qui a lieu, c'est moi la personne dans la salle, soit physique ou virtuelle, qui en connaît le moins. Mm-hmm. Donc, ça demande un changement de perspective parce qu'on n'est plus un expert d'un secteur, mais un expert d'un réseau. Donc, oui, je suis peut-être la personne qui en connaît le moins dans la salle, mais la rencontre n'aurait pas eu lieu sans moi. Donc, c'est vraiment aller essayer de chercher la valorisation autrement. Quel conseil aurais-tu pour les jeunes scientifiques qui considèrent se lancer dans une résidence scientifique au sein du programme? Et moi, je dirais peut-être ceux qui ont vu passer le programme et qui se sont dit « c'est sûrement pas pour moi, ça doit être pour quelqu'un qui a 10 ans d'expérience. » Premièrement, je me reconnais un peu. Là. Moi aussi, j'hésitais un peu. Je pensais que c'était un profil un peu plus sciences sociales, sciences humaines qui était demandé. Mais bon, justement, c'est quelqu'un de ce domaine-là qui m'a dit « je pense que je te verrai là-dedans aussi. » Donc, pas trop s'en faire avec ça. Un autre conseil que je donnerais aussi,
et je pense que c'est valide pour plusieurs secteurs, c'est de parler aux gens qui ont ce type de poste-là. Souvent, les gens, ça leur fait toujours plaisir de parler de ce qu'ils font, surtout quand ils sont passionnés. Donc, on est plusieurs dans le réseau, soit des attachés en recherche et innovation ou variations sur le même thème ou scientifiques en résidence. Ça permet aussi des discussions beaucoup plus en profondeur et centrées sur leurs besoins, leurs intérêts. Donc, n'hésitez pas à aller sur LinkedIn, contacter des gens qui ont des postes qui vous intéressent ou similaires et amorcer la discussion avec eux. Le deuxième volet, très, très rapide, ça coûte pas beaucoup de temps, d'énergie d'appliquer sur des postes, surtout s'ils peuvent vous intéresser. Allez-y, ça en vaut vraiment la peine. Je pense que discuter avec les gens ou faire les processus, il y a beaucoup d'apprentissage en le faisant, l'apprentissage par l'expérience. Trouver les bons réflexes, développer les bons réflexes, voir ce qui fonctionne pas, se poser les questions. On est très bon pour le faire dans un contexte scientifique. Je pense que ça vaut la peine de le faire aussi dans un contexte de carrière. Ça permet beaucoup de démythifier les postes. On peut penser qu'un type de poste, ça nous convient parfaitement. Puis là, la description d'emploi a fait, mais au quotidien, c'est complètement autre chose. Donc, c'est ça. Il faut vraiment apprendre en le faisant, parler aux gens, être curieux. C'est quelque chose qui est très, très bénéfique. Moi, il y avait pas beaucoup de gens qui l'avaient fait, le poste, mais ça m'aurait été utile de faire ça pour vraiment bien comprendre. Mais bon, en arrivant en poste, c'est ça, j'ai eu beaucoup d'échanges avec les collègues. Puis maintenant aussi, pour les nouveaux, systématiquement, ils vont parler avec les anciens comme moi. Merveilleux. Maintenant, quelqu'un qui est dans le doute et qui écoute et qui dit « c'est peut-être pas pour moi », quel serait le mot de motivation que vous auriez pour leur dire « postulez et rentrez dans l'expérience et vous apprendrez quelque chose et on parlera après ». Parce que ce que je veux pas, c'est que les gens, le doute les bloque de postuler et de se lancer là-dedans. Là, je vais essayer d'imaginer le processus dans lequel une personne qui ne m'est pas arrivée à moi en tant que telle, mais qui est vue un certain nombre de personnes, c'est d'abord, est-ce que, première décision peut-être à prendre, c'est celle qui consiste à dire, j'aurais envie d'autre chose de ce que je fais depuis 5, 6, 7 ans, des fois plus même encore. Vous savez, un doc, suivi dans certains cas d'un post-doc, on peut avoir été pendant 12 ans dans un domaine de recherche, puis avoir vraiment ça a bien marché, puis on a de bons résultats, puis on a beaucoup de félicitations du jury à la fin, etc. Mais là, on a envie d'autre chose. Parce que la vie on a grandi, on a grandi au sens de vieillir, je veux dire, puis on a maintenant 30 ans, 32 ans, puis on se dit, puis j'ai pas envie d'enseigner, mais ça peut être le cas, alors reste dans l'enseignement. Ou j'ai pas envie de rester dans des laboratoires de recherche, mais ça peut être le cas, alors reste dans les laboratoires de recherche. Mais si tu cherches autre chose, voici une des possibilités. Après, on peut par soi-même aussi trouver une entreprise, postuler pour un poste de coordonnateur de la recherche dans une entreprise, bien sûr. Nous, c'est un parmi d'autres qui ouvre des horizons à l'échelle internationale, avec la volonté de donner à ces jeunes chercheurs, parce qu'ils sont encore jeunes, en tout cas dans mon regard, à ces jeunes chercheurs, une nouvelle expérience professionnelle. Eh bien, il faut risquer. Des fois, on pense qu'on est fait pour ça. Des fois, on ne pense pas nécessairement, mais il y a un risque. On ne peut pas savoir. Nous, on ne les blâmera pas si les choses ne vont pas aussi bien que prévu. D'abord, le terrain d'accueil est varié, je l'ai expliqué là, tout à l'heure. On arrive dans des pays, si vous devenez scientifique, on n'a pas ouvert encore, mais si vous devenez scientifique en résidence en France, pour le Québec, vous allez être sur un terrain largement arpenté. Donc, vous allez accompagner des initiatives qui sont déjà là. Alors que si vous arrivez, comme je l'ai dit, dans d'autres pays du monde, où on a moins développé pour des raisons historiques, des raisons linguistiques, peu importe. Vous risquez pas tant que ça. Vous avez une année, vous allez développer inévitablement quelque chose parce que vous n'avez pas fait tout ce parcours-là depuis 10 ans ou plus. Vous avez développé une sorte de maturité intellectuellement, de maturité personnelle. Et puis,
ne l'a pas vu jusqu'à maintenant. Mais Éric Bergeron, merci beaucoup d'avoir donné de votre temps pour passer sur Horizon PhD. Je pense que ça va aider nos candidats et candidates à pouvoir prendre une décision et faire le saut. Et puis, ils peuvent toujours me contacter au fond de recherche frq.gouv.qc.ca s'ils veulent en savoir un peu plus. Et je vous remercie de votre invitation. Ça m'a fait un grand plaisir. Jean-Christian, merci énormément d'avoir donné de ton temps pour passer sur Horizon PhD. Je trouve ton trajet inspirant et je pense que tout ce que tu as partagé peut vraiment aider quelqu'un qui est indécis ou qui est un peu dans l'ignorance de c'est quoi tout ça, la politique, la diplomatie scientifique. Ça fait un énorme plaisir. Et bon, j'avais un enseignant au secondaire qui disait ça se fait par du monde. Donc, c'est ça, faut pas avoir peur, essayez et voyez ce qui fonctionne pour vous. Merci beaucoup de m'avoir permis de relater mon expérience. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Horizon PhD. Si le programme scientifique en résidence t'intéresse, rends-toi sur frq.gouv.qc.ca/Horizon PhD où tu trouveras toutes les informations sur les appels à candidature en cours. Bonne exploration. Horizon PhD est une série spéciale Papa PhD propulsée par les fonds de recherche du Québec. Production et réalisation, David Mendes et Julien Chapdelaine. Design graphique, Juliette Pierre.